Oui, mais pour ceux qui voudraient le voir, ce serait lequel? Ben, c'est iTunes, Google Play, Vimeo. Illico, Vimeo. Okay. Ah ouais, il est presque Donc, partout. Il n'y a pas d'excuse Il y a pas pour d'excuse. ne pas le voir. Ouais. Tu l'as dit très bien. Moi, je crois que les films ont toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intérêt. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir. Ça va bien cette semaine? Ben, comment que ça va bien cette semaine? On aime ça. Cette semaine, ben écoute, on a reçu un invité vraiment sympathique, un réalisateur aussi chargé de cours à l'Université de Montréal, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est la technique du cinéma, notamment le montage. Donc, Marc Joly-Corcoran, cette semaine, on a parlé de pas mal de trucs vraiment cool. Oui, c'est très, très, très agréable. Vous allez voir, on passe à travers des sujets assez variés, parce que, évidemment, d'avoir quelqu'un qui a à la fois un regard pratique, parce que c'est un cinéaste indépendant, mais aussi qui s'est intéressé à la théorie en tant qu'enseignant, ça donne des discussions très intéressantes. Oui, absolument. Et puis, comme à l'habitude, on a des belles rubriques aujourd'hui. Alors, moi, je m'enligne sur le plan de la semaine, qui sera un film italien réalisé en 2013 par Paolo Sorrentino. Et le film s'appelle The Great Beauty, La Grande Bellezza. Donc, un film que je trouve magnifique et je pourrais vous en parler. Et toi, mon cher, cette semaine? Ben moi, en fait, je vais parler d'un des maîtres du cinéma d'animation japonais. Je vais parler d'Hayao Miyazaki, grand cinéaste. Et puis voilà, je vais vous faire une petite présentation là-dessus. Excellent. Donc, comme à l'habitude, on va remercier la Cinémathèque québécoise qui nous permet de faire nos émissions ici dans le Café Bar. Alors, un grand merci à eux. C'est vraiment toujours un plaisir de venir faire un tour à la Cinémathèque. Donc, allez voir leur site, allez voir les projections, venez chercher des archives si vous avez besoin pour vos travaux scolaires ou quoi que ce soit, des travaux personnels. C'est vraiment une mecque du cinéma, comme à l'habitude. Et puis, on aimerait remercier les gens de la session de salon. Session de salon qui est un concept où dans un grand appartement, une gang de gars qui font de la caméra, du son, et puis ils vous captent pour vous, les groupes musicaux, ils vous captent des vidéoclips en one take, et puis ils vous font le montage et tout ça, et puis c'est vraiment un beau mélange entre les sessions live et vidéoclips. Donc merci à eux, c'est eux qui nous louent les caméras. Donc, et à l'habitude aussi, j'aimerais dire un grand merci à notre technicien qui est Yann Lobono. Merci beaucoup Yann. Merci Yann. Fait que, bon podcast et bonne écoute. Donc, Marc Joly-Corcoran, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Super. Je vais te présenter pour le bénéfice de nos spectateurs. Donc, toi, à la base, tu as un doctorat en études cinématographiques à l'UDM. Tu es aussi cinéaste indépendant, tu es aussi enseignant. Tu as fait t'as tourné à la fois du documentaire, à la fois de la fiction. D'ailleurs, je voyais ta fiche sur Réal Québec où ça mentionnait que tu as tourné un petit peu partout dans le monde. Ça va être intéressant d'en parler tout à l'heure. Écoute, j'aimerais te poser la question qui est un peu en train de devenir la question rituelle pour ceux qu'on reçoit ici. Déjà, d'où vient ta passion pour le cinéma? Aïe, OK, ouais. Ben, ça a commencé... Je peux pas dire que ça a commencé, tu sais. C'est comme quand on dit à nos... quand je dis à mes étudiants et que d'autres aussi au département disent à leurs étudiants, le cinéma, c'est pas né, tu sais, comme ça, là. Il n'y a pas une naissance du cinéma, là. Ça s'est développé. Ouais, c'est ça. C'est contrairement à l'idée reçue. Ouais, le cinéma est pas né avec la première projection publique payante, là. Je veux dire, il y a eu un développement. Et puis, ben moi, ça s'est fait tranquillement, mais je vous dirais que la première fois que j'ai compris qu'il y avait un réalisateur derrière la caméra et que je me suis dit, je veux faire ça dans la vie, je devais avoir 10 ans à peu près. Là. OK, donc là, c'est assez assez tôt. jeune, Là. Ouais, 10 ans, où est-ce que là, j'étais
j'avais un certain minding, là, excusez-moi le latin. Puis, mais je me rappelle même après E.T., parce que le premier film que j'ai vu, c'est Star Wars au cinéma, même si je ne me rappelle pas. J'avais 2 ans et pas tout à fait 3 ans, mais ça m'a marqué là, au point que je dessinais des vaisseaux spatiaux, je voyais les publicités à la télé, je savais c'était quoi, mais honnêtement, je ne me rappelle pas de mon premier visionnement. Le premier visionnement, je me rappelle, c'est E.T., là, ça m'a vraiment frappé. J'ai pleuré comme une madeleine, comme tous les enfants dans la salle, mais moi, après ça, c'est resté, cette fascination-là, puis pour l'art de recréer des émotions à travers les images, et de marquer les gens comme ça. Et puis, oui, je me rappelle que je découpais des articles dans les magazines de Spielberg à côté du bonhomme E.T. Puis, ça, j'avais 7-8 ans, 8-9 ans à peu près. 7, 8, c'est un cinéphile précoce. Mais, ouais, cinéphile, ça, c'est une autre affaire. On pourra en reparler. Mais c'est drôle, après ça... Après ça, évidemment, j'ai voulu être policier. J'ai voulu faire plein d'autres affaires, comme ben des kids de mon âge, comme adolescent. Puis le cinéma est revenu au cégep. Donc là, après ça a été vraiment... la passion a commencé à continuer, en fait, je devrais dire, comme ça. Où ce que là, j'ai appris, j'ai regardé d'autres films, des films étrangers. Wow, OK, le cinéma est varié. T'sais. C'est pas juste le cinéma que j'ai regardé quand j'étais jeune, adolescent, les Back to the Future de ce monde et autres, même si c'est des classiques des années 80. Surtout le cinéma américain, parce que c'est nos voisins. Fait qu'on, c'est ça. On a grandi avec la télé, effectivement. les clubs, fait que c'était très américain. Effectivement, oui. Puis... Mais de pratiquer. Puis, tu sais, j'ai eu comme professeur Claude Herbloin au cégep de Joliette. Et il est en grande partie aussi responsable de cette passion-là qui est restée. Là, qui est un grand... les profs, c'est ça qui est l'éveil souvent au cinéma pour beaucoup de gens. C'est un grand passionné du cinéma japonais, puis c'est aussi ça aussi, c'est né comme tranquillement avec lui. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, parlant de prof, moi je t'ai eu comme chargé de cours à l'université. Ah ouais? Cours de montage. C'est pas vrai? OK, cool. C'est quand même drôle, tu sais, on dit ça, mais c'est fou comment que... Si tu m'avais dit, genre, hey, dans une couple d'années, on va se revoir pour un podcast ou des projets, c'est complètement fou, mais c'est ça le domaine du cinéma. Et puisqu'on est dans les confidences, moi, j'étais le correcteur de Marc à l'époque où je faisais ma maîtrise et j'ai probablement corrigé le travail d'Amir. Donc, comme vous voyez, on est encore dans le népotisme ici, tout est connecté, ça change pas avec nous. Là, il a déjà corrigé dans un autre cours qu'on a confirmé. Fait que non, c'est ça. Ben, tout est dans tout. Hein? Oui, voilà. Okay, j'aime ça parce que ça fait que je suis le plus jeune, fait que j'aime ça. C'est cool. Non, mais tout ça, puis c'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, notre tech encore, c'est Yann. Puis Yann, moi, j'ai fait le cégep avec. Fait que, tu sais, c'est pour ça, comme faut pas prendre pour acquis, tu sais, on pense que l'école, c'est juste un passage, mais non, l'école, ça peut être plus que ça. Ça peut être plus que ça. Et puis, parce que je suis toujours ça, c'est une affaire. Je suis très embêté quand je rentre dans une classe la première journée, puis là, je vois, j'ai une 50aine d'étudiants. Bon, pendant 10 ans, j'ai donné le cours de montage, donc j'avais une centaine d'étudiants au total. Cette année, j'ai juste un groupe, là, volontairement. Mais là, je me dis, OK, 100 personnes, 100 étudiants et étudiantes qui sont, j'imagine, pour la plupart, beaucoup. Il y en a qui sont en recherche, là, on ne se le cachera pas, mais ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont passionnés de films, ça les touche d'une certaine façon, ils veulent en faire, ou ils veulent être critiques, ou ils veulent en parler de manière ou d'une autre. Et puis, je me dis, est-ce qu'ils vont tous se trouver du travail, tous et toutes se trouver du travail là-dedans, là, Puis, mais en même temps, c'est une culture de l'image qu'ils acquièrent, puis ça, c'est pas inintéressant, c'est pas mauvais. Puis en plus aussi, je leur dis après, en fait, c'était ça le rebond que je prenais, là, je voulais prendre la balle au bon de ce que tu disais, c'est-à-dire, je leur dis, faites attention aux contacts que vous entretenez entre vous, le réseau de contacts que vous avez. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de dire ça dans votre cas, quand je t'avais, là, mais quand je t'ai eu. Mais je dis, faites attention. Tu sais, le Chloé Robichaud, est sortie de l'école, puis elle a fait des films avec sa productrice, et puis ils sont connus où? À Concordia, tu sais, sur les bancs d'école. Et ils se sont retrouvés avec Sarah préfère la course, ils sont allés directement à Cannes. Donc, on s'entend que... Mais justement, j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur le contexte présentement, parce que moi, c'est quelque chose qui m'attriste énormément de voir ce qui est arrivé avec la COVID. Bon, on
comprend qu'il n'a pas eu le choix de prendre des mesures et tout, mais pour un programme comme le programme de cinéma, le fait que les cours se soient donnés à distance, c'est absolument catastrophique, je veux dire, parce que comme tu dis, c'est un milieu de contact, c'est un milieu où c'est le relationnel qui prime pour après ça réussir à percer le milieu, parce que personne ne peut faire un film tout seul, c'est toujours un travail d'équipe. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Écoute, moi, comme toute personne, on a été touché par cette pandémie-là, évidemment, là, mais dans notre manière d'entrer en relation avec l'autre, je pense que ça a changé profondément les choses. Même au niveau, par exemple, de l'enseignement, je me posais la question, pourquoi je suis stressé après 3 cours, ça fait 3 cours, 3 semaines. Rendu normalement après à la deuxième semaine, je les ai vus la première semaine, je suis moins stressé. Tu sais, je dis un stress, là, c'est-à-dire comme prof, on a toujours un petit trac, là. Ça, c'est normal. Il y en a qui ont toujours le trac de façon maladive toute leur vie, par exemple. Ça, mais moi, ça passe après que je les ai rencontrés la première fois, la première semaine. Mais là, moi, j'avais encore un petit trac à la 3e semaine. Quand tu donnais les cours en ligne? Non. En présentiel. Ah, OK. Cette année. D'accord, on parle de cette année. Ouais, là, c'est en présentiel. Vous allez me dire, mais là, on parle de l'enseignement à distance, mais ils ont tous leur masque, tous et toutes leur masque. Et puis, moi, en classe, et puis j'insiste beaucoup sur le rapport à l'empathie quand on est monteur, par exemple, puis qu'on regarde l'autre à l'écran. On doit, comme monteur, tu sais, je leur dis, tu sais, la formulation latine « it's a body thing », tu sais, à être monteur. C'est-à-dire, quand on regarde l'autre à l'écran, ben on se voit dans l'autre et notre corps bouge avec lui. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien comprendre les énergies à l'écran, tu sais, ce qui est véhiculé à l'écran. Et puis, par rapport au visage, ben, je leur dis la première chose qu'on regarde à l'écran, comme être humain, parce qu'on est tous des animaux, on ne s'apprend rien, ben, la première affaire qu'on regarde, c'est les visages. C'est l'instinct de survie et tout ça. On regarde les visages pour évaluer l'autre, évaluer le contexte, évaluer plein de choses. Comme en arrière, la machine du cerveau évalue plein d'affaires. Puis là, j'ai comme compris, parce que je leur parle de ça par rapport au visage et tout ça, puis j'ai compris pourquoi je pense que j'avais encore le trac après 3 semaines. C'est parce que mon cerveau avait probablement pas encore été en mesure d'évaluer à cause des visages que je voyais pas. Ça restait encore une espèce d'inconnu. Ça restait des inconnus finalement, parce que ne pas avoir les réactions, ça fait que tu ne peux pas les apprivoiser. C'est beau les yeux, mais quand même. Donc, ça reste encore avec les masques, alors qu'en présentiel, à distance, c'était quand même intéressant. Mais c'était compliqué pour les cours pratiques. Les cours pratiques, je veux dire, veux pas faire des tournages. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés dans les tournages. En fait, je pense qu'ils ont quand même réussi à tourner. C'est ça, avec les mesures plus strictes. Ouais. Moi, dans le cours de montage, j'ai l'avantage de, quand on travaille en montage, on peut travailler seul. Là. Je leur faisais faire des travaux d'équipe, mais quand même. Mais moi, honnêtement, j'ai pris une sabbatique partielle cette session-ci en grande partie à cause de l'enseignement à distance pendant 1 année à laquelle je me suis adonné, puis plein d'autres aussi. Mais moi, ça m'a affecté particulièrement. Donc, j'ai décidé de tirer la plug, comme on dit en bon latin, puis de me consacrer sur mes projets, en fait, aussi. Là, parce que j'ai une couple de projets là, sur le feu. Puis, Oui, puisqu'on arrive sur le sujet, tu as sorti un film au mois de mai dernier, Le Miroir. Oui. Donc, qui a eu une diffusion en salle. 3 semaines. 3 semaines, oui. 3 semaine à Montréal. Puis on parle d'un film qui est 100% indépendant. Là. 100% indépendant, sans financement des institutions. Ça n'est pas faute d'avoir essayé. Écoute, on a demandé 2 fois. Je pense que j'ai demandé 2 fois à la SEDEC. J'ai demandé 1 fois au Calque. L'argent n'est jamais rentré. Donc, c'était une histoire hyper personnelle. Puis, c'est sûr que, comme j'ai dit à plusieurs reprises, durant quelques entrevues que j'ai eues, j'ai dit c'est pas le premier film que je voulais faire. Mais c'est le premier film que j'avais besoin de faire. Donc, j'avais besoin de faire ce film-là pour des raisons évidemment hyper personnelles. C'était une histoire qui est semi-autobiographique, là, dans la mesure où
Ça raconte des événements que j'ai vécus. Donc, j'ai eu à aller chercher les cendres de ma mère à l'étranger, qui est décédée en Belgique, etc. Et évidemment, j'ai joué beaucoup au What If, là, donc j'ai poussé la machine, puis bon, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas arrivées, mais la base, la prémisse, elle est là. Ce qui fait que c'était très, très, très personnel comme histoire, puis je pense que j'ai beaucoup manqué de recul pour la raconter, cette histoire-là. Parce qu'évidemment, quand on manque de budget, ben, on essaie tout le temps de fignoler, de prendre des raccourcis en faisant tout nous-mêmes, mais ça peut devenir un problème aussi. Bien, ça peut devenir handicapant, surtout quand tu sais que tu es très proche de ton histoire, puis que là, tu te dis que tu vas avoir de la vie de plusieurs personnes, mais que tu payes 4 conseillères à scénarisation différentes qui t'envoient dans des directions différentes. Et puis, d'une certaine façon, je pense que, au lieu d'avoir, si j'avais eu de l'argent, par exemple, de la SODEC ou d'une autre institution, ben, j'aurais dit, OK, j'ai un conseiller à scénarisation qui va me suivre pendant 2 ans, puis on va peaufiner ce scénario-là, puis on va le travailler pour me donner du recul aussi par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, c'est pas facile de trouver la balance entre les deux, entre ce qui est très personnel, mais ce qui est objectif aussi. Oui, puis en même temps, les critiques, les quelques critiques que j'ai lues, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas lues pour préserver ma santé mentale, mais ce que je retiens, c'est que j'ai lu à quelques reprises sincère, honnête, sincère, etc. Et certains qui disaient, espérons que la prochaine fois, il aura les moyens de ses ambitions, genre quelque chose, des commentaires comme ça. Bon. Alors, les moyens, effectivement, je dis à mes étudiants, faites toujours monter vos films par d'autres personnes parce que vous allez avoir un regard extérieur, un regard neuf, ça va vous challenger aussi dans ce que vous pensez qui fonctionne, mais qu'au fond, pour le grand public, ça ne fonctionne peut-être pas, parce qu'on est toujours très, très collé sur nos histoires. Alors, ça aussi, donc j'aurais voulu avoir un monteur pour ce film-là, puis j'ai pas... demander à un monteur de travailler pendant 3 mois gratuitement sur ton film. C'est difficile. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour tout le monde. Mais moi, j'aimerais t'entendre sur la relation que tu avais avec Normand Dano, parce que Normand Dano joue le personnage principal, qui est un peu toi, entre guillemets, comme on dit. Évidemment, il y a des choses qui sont transformées dans le scénario, mais c'est lui, justement, ce personnage-là, qui doit se rendre en Belgique parce que sa mère est décédée là-bas et qui revit toute une histoire familiale à travers une série de flashbacks, puis aussi la relation qu'il a avec la petite fille qui l'accompagne et tout ça. Je veux savoir que quand on a un acteur, surtout un acteur comme lui qui est chevronné, qui a beaucoup de métiers, comment ça se passe pour le diriger, pour le sculpter à ton image, en guillemets? Ben, je l'ai moins le sculpter à mon image, mais plutôt essayer de le sculpter de façon à ce que... En fait, je voulais pas tant que bizarrement, c'est le personnage central, je voulais pas tant que le spectateur s'identifie vraiment à ce qu'il vit, mais qu'il ressente le besoin de se libérer éventuellement de quelque chose à travers l'histoire. C'est une des raisons pour lesquelles les choix qu'on a faits, puis lui, il est dans le projet depuis le début, donc il est dans le projet depuis 2013-2014. Écoute, ça fait on a tourné en 2017, mais de rien, là, même si j'ai monté... Puis, à un moment donné, ça a été sur une tablette à cause de la COVID. Puis bon. Mais... Pas pour me vanter, mais moi, j'étais à la première projection pour les Happy Few. Les Happy Few, la projection technique. Ben, pas technique, là, mais pour l'équipe technique. Il était pas loin d'être fini à ce moment-là, je crois. Il était pas mal fini, là. Oui, il était fini, en fait. Et puis, ben, c'est ça. Avec Normand, donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je dis, écoute, on va y aller très brossonnier, donc avec beaucoup de retenue. On a exagéré la retenue, là, vraiment, dans son rôle, ce qui peut donner l'impression, par moment, qu'il est hyper distant par rapport à ce qu'il vit, puis peut-être le commentaire, c'est distant et tout ça, j'ai entendu ce commentaire-là, mais ce qui fait que, en tout cas, pour certaines personnes, cette distance-là que l'on vit avec le personnage de Normand, donc cette retenue constante que je force, donc, chez le spectateur. Donc, ben, ce qui fait qu'à la fin, le thème de la libération s'exprime vraiment davantage. T'sais. Puis avec les jeux des formats aussi, j'ai joué beaucoup avec les formats, donc tout ce qui est raconté en flashback est raconté à travers le miroir, donc c'est cadré à la verticale, mais sur le 16:9. Puis les scènes du présent sont racontées en 2:35, même 2:40, je pense.
Ouais. Fait qu'on passe de vertical, très étroit, à très large. Et puis, à la fin, évidemment, là, je gonfle en 16-9 là, toutes les 2-3 dernières minutes finales. Là, c'est cool. J'aimais ça, moi, ce concept-là du miroir. Je trouvais que c'était, tu sais, en soi, le miroir est un personnage. Ouais. Puis on voit à travers ça. Puis il y a tout ce jeu-là. Moi, j'avais trouvé ça super intéressant comme concept, vraiment. Ouais, puis il fallait trouver, je trouve, une façon d'incarner la libération, même avec le miroir. Tu sais, là, je dirais pas comment ça finit, mais il y a quelque chose quand même. Le miroir incarne la libération aussi, tu sais, comme thème. Puis tous mes personnages aussi le vivent, cette libération-là. Puis donc, l'idée, c'était de le représenter d'un point de vue esthétique, puis même au point de vue sonore et tout ça. Oui, puis toi, tu es quand même justement, toi qui es beaucoup dans le montage, tu fais du montage, tu l'enseignes. Je sais que tu es quelqu'un qui est très technique, la caméra, c'est important pour toi. Fait que moi, je l'ai remarqué, évidemment, je te connaissais quand même un petit peu, mais même quelqu'un qui ne connaît pas, je pense que quand il va voir ce film-là, peut remarquer, dire, ouais, il y a un travail efficace sur le visuel, il pense à ses cadrages, il pense à... Je pense que pour toi, je sais que les cinéastes, on s'entend, c'est important. On pense tout à nos cadrages. C'est ça, c'est clair. Mais il y a quand même des réals qui sont plus axés sur l'acting. Ils vont pousser les acteurs, mais moins l'imagerie. D'autres, ça va être l'inverse. Les acteurs, ils vont les diriger, mais pour eux, c'est qu'il faut que le cadre soit parfait, les couleurs parfaites, il faut que ça... Fait qu'il y a quand même des fois des obsessions différentes chez chacun, mais chez toi, on sent que l'image, est très présente. Oui, puis évidemment que la directrice photo, Amélie Douville, on a vraiment réfléchi même jusqu'à la profondeur de champ, là, c'est-à-dire quand on parle de libération, c'est-à-dire qu'au début, la profondeur de champ est très courte. On ne voit pas même les antagonistes dans la première demi-heure. Oui, ça, j'avais trouvé ça vraiment nice. Et puis plus le film avance, plus on travaillait les ouvertures et tout ça d'un point de vue technique pour qu'à la fin, la profondeur de champ soit vraiment... On voit tout. Là, on voit tous les personnages dans le plan de l'image. Ouais. Donc oui, c'est des choses vraiment qu'on a réfléchi, pensé, puis... Ouais, ça fait original. Moi, je trouve que c'était très original, justement, de cadrer, de ne pas voir la tête des personnages où tu floutes à des moments aussi. Il y avait des affaires que j'étais comme, hey, c'est quand même cool, j'aurais pas pensé. Puis même les shots verticales, moi, je me disais, OK, ça serait cool de. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, on va mettre la caméra, on va la mettre sur le côté. T'sais. Là, au début, en discutant avec l'équipe, on disait, on pourrait filmer comme ça, puis on va mettre. Des caches, chaque côté. Je dis, non, moi, je voulais vraiment qu'on prenne le 240, puis qu'on vire la caméra, la RED, là, la RED, puis qu'on prenne la caméra, là, qui est quand même pas légère, puis qu'on la vire comme ça de côté. Donc, ça a fait un peu certaines installations un peu bancales, là, un peu, mais que ça paraît pas à l'image, là, mais il y a juste des boîtes de pommes qui tiennent la caméra par moment, mais on a vraiment pris un système D. Oui, c'est ça. On aime vivre dangereusement des fois au cinéma. Puis ça marche, en tout cas pour ces effets-là. Sur grand écran, ça marche bien. En petit aussi, on me dit que ça marche. Là. Certaines personnes l'ont vu en petit, puis ça marche aussi. Oui, parce que je crois qu'il est sur un canal quelconque. Il est là, il est en location. Oui, mais pour ceux qui voudraient le voir, ce serait lequel? C'est iTunes, Google Play, Vimeo. Illico, Vimeo. Okay. Ah oui, il est presque donc, partout. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas le voir. Ouais. Tu le dis très bien. Il y en a qui ont dit « il est sur Netflix? » Non, il n'est pas sur Netflix. Parce que la réponse bof. Il y aura toujours des chialeux, peu importe qu'est-ce qu'on peut faire. Mais j'aimerais qu'on parle de ton projet actuel, qui est aussi un projet de très longue haleine sur lequel tu travailles depuis très longtemps, parce que en tant que grand fan de Star Wars, tu t'es dit pourquoi ne pas faire un documentaire sur les cosplayers de Star Wars, qui s'appelle « Que le fan soit avec toi ». Que le fan soit avec toi. C'est moins un documentaire sur les cosplayers, je dois quand même... le dire. Donc, c'est vraiment un documentaire sur qu'est-ce que c'est qu'être fan de Star Wars pour quelqu'un de la génération X, maintenant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de suivre des gens de ma génération. Tu sais, d'une certaine façon, on fait toujours des films, tu sais, sur... C'est toujours des petites... une exploration de soi-même quand on fait un film. Anake disait, lui, il ne suit pas de psychothérapie ou de psychanalyse, il fait des films. T'sais. Il nous l'impose à la place. Oui, c'est ça, il nous l'impose, oui. C'est bien dit aussi. Fait que, tu sais, ce documentaire-là, je m'intéresse aux fans. Tu parlais de mon docteur, j'ai un doctorat en cinéma, mais je l'ai fait sur les fans. Donc, je me suis intéressé aux fans durant mes recherches.
Je me suis intéressé aux fan-films de Star Wars particulièrement. Et puis, en allant au Comic-Con et tout ça, je rencontrais certains individus, puis je me disais, wow, ça serait intéressant d'aller plus loin que ce que j'ai déjà vu comme documentaire. Ce qui se fait souvent, on va voir un documentaire sur, on va montrer que les membres de la 501e Légion, par exemple, c'est des gens qui ont du cœur, puis qui aiment aller dans les hôpitaux. Et puis, bon, il y a des documentaires qui se concentrent presque entièrement sur cet aspect-là caritatif du groupe de la 501e Légion, qui est un groupe de cosplayers bénévoles mondial. En fait, il y a à peu près 14 000 membres là, actuellement quand même. qui se costument en personnages de Star Wars de l'Empire. Donc, leur motto, c'est Bad Guys Doing Good. Et puis j'ai commencé à m'infiltrer tranquillement dans ces groupes-là, en allant au Comic-Con, en suivant des personnages, dont Jeff et Kim, par exemple, qui est un couple de fans, de cosplayers aussi collectionneurs, qui sont beaucoup dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Puis Jeff et Kim ont par ailleurs été souvent invités dans les émissions, juste style Salut Bonjour, et tout ça, quand il y avait des sorties de Star Wars, là, pour en parler. Puis bon. Et je suis 2 autres personnes, dont Malgus. Malgus est devenu, avec les années, mon personnage principal. Donc, c'est un barbu, tatoué sleeve, hyper sympathique, qui est très opiniâtré aussi. Puis ça, c'est génial pour un réalisateur documentaire. C'est un sujet qui dit franchement ce qu'il pense. Tu sais. Ah ben ça change tout. Là. Ça, c'est les personnes qu'on veut trouver, ouais. Les animaux rares. Puis ça, c'était un beau personnage. Et puis Steve aussi, qui est un huron de Wendake, qui a une boutique de jouets de Star Wars, d'ailleurs, à Wendake, sur la réserve de Wendake. Et puis, il y a une collection folle. Là. Ça n'a juste pas de sens. Ça, c'est hot parce que, en plus que tu parles des fans, puis tu t'intéresses à tout le fanatisme autour du film, puis de la saga, tout ça, de l'histoire, parce que c'est une histoire en soi, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est que, tu sais, y a-tu de quoi de plus iconique que Star Wars, je veux dire, dans le sens, tu sais, je veux dire, vraiment iconique, puis vraiment... Tu te dis, c'est incroyable, je veux dire, tous les produits dérivés, puis l'argent qui est fait avec ça. Puis tout, tu sais, c'est au-delà du film, complètement. Puis même au niveau de nos comportements dans le quotidien, tu sais, je veux dire, hier, en blague, tu sais, la porte coulissante, ou à la SAQ, tu sais, à la SAC, tu sais. Tu sais, je veux dire, quel fan de Star Wars n'a jamais fait ça? Donc, mais ça permet aussi, j'imagine, ça permet aussi de peut-être casser certains préjugés parce que beaucoup de gens, tu leur dis fans de Star Wars, ils vont dire OK, c'est des nerds qui sortent pas de leur cave, puis que effectivement, c'est des cartons de pizza qui s'empilent chez eux là. Tu sais, beaucoup de gens qui vont penser ça. Oui, puis c'était un des objectifs donc du documentaire aussi, de suivre des gens de ma génération, la génération X, pour montrer comment est-ce que finalement ces gens-là aussi ils ont des boulots, ils ont des enfants. Bon, Jeff et Kim ont des enfants et Steve aussi. Magus n'a pas d'enfant. Mais oui, effectivement, donc casser ces préjugés-là, que c'est pas justement le nerd asocial qui reste enfermé dans sa cave à longueur de journée, que c'est très demandant d'être fan aussi. Ça a l'air étrange à dire comme ça, mais c'est demandant d'être investi autant que eux le sont. Particulièrement Malgus, qui a accepté le rôle de commandant officier là, de la Légion, parce qu'il y a des légions partout dans le monde de la 501e. Et puis au Québec, il y a la Légion, la Forteresse impériale, que ça s'appelle, donc qui est devenu commandant officier. Pendant le tournage, il est devenu commandant officier de la Légion de Québec, de la 501e. Et donc, il a pris ça à cœur. Donc, il répondait tout au courriel. Il y avait plusieurs groupes qui suivaient en même temps, à tel point que vraiment, ça l'a brûlé. Puis là, en ce moment, il est débarqué des réseaux sociaux, mais complètement. Oui, mais c'est solide. Et puis, oui, donc ça s'est tourné à partir de 2016, puis le tournage s'est terminé en 2020. Fait que là, ça s'en vient. Le tournage s'est terminé en 2020, mais écoutez bien ça. Ça s'est terminé en 2020, le 7 mars. Quand on est revenu... Juste avant l'apocalypse. Les frontières fermées. Juste parfait. Parce que vous avez terminé le tournage documentaire en Tunisie ouais. Sur les lieux de tournage de Star Wars en 77. C'est ça. 76, le premier clap
de Star Wars a eu lieu en mars 76 dans le désert de Tunisie. Il faut être précis. Oui, il faut être précis. Oui, parce que c'est important pour mes personnages, puis c'est important pour moi d'être là à un moment à peu près dans la même période où il y avait une équipe de tournage qui était là, puis qui filmait exactement où est-ce qu'on met les pieds. Le film qui a tout chamboulé d'un point de vue culturel chez plein de gens. Il y a probablement pas d'autres films dans l'histoire qui ont eu un tel impact sur la culture populaire. Sur la culture populaire, oui. Il y a beaucoup de films qui ont eu des gros impacts, mais effectivement, d'un point de vue iconique, Star Wars, ça a été extrêmement marquant. T'sais. Et puis c'était un pèlerinage pour ces personnages-là, pour mes personnages aussi. Il y avait quelque chose un peu spirituel, religieux là-dedans, dans cette expérience-là. Puis l'émotion était au rendez-vous, je peux vous le dire. Là. Donc, eux, ils ont vécu quelque chose d'assez fort. D'assez fort, oui. Puis que ma caméra a été là pour suivre ça, puis être témoin de ça, ça a été... Ça a été un beau privilège. On a hâte de voir ça, pour vrai, parce que ça fait longtemps qu'on suit ta page, puis ta page Facebook, tu sais, avec là, on a hâte de voir ça. Oui, mais est-ce qu'on peut savoir, t'es rendu à quelle étape dans le... Ben écoute, on est encore en montage, on est encore à prendre des décisions de contenu, mais tu sais, j'ai une version en ce moment qui me plaît beaucoup, mais là, je veux la mettre à l'épreuve en la faisant écouter à d'autres personnes, puis en la faisant écouter à des consultants monteurs que j'ai déjà contactés. Là, donc, en fait, lui, ça fait déjà 3 versions qu'il voit. Fait que là, j'ai une personne. Il y a plusieurs personnes qui ont vu mes versions il y a peut-être 2 ans. Mais là, je vais essayer de sticker avec une personne là, pour ne pas faire l'erreur du miroir là, avec les conseils à scénarisation. Et puis, on aimerait bien ça. On aurait bien aimé ça avoir de l'argent des institutions, mais on n'en a pas eu. On a fait 2 demandes à Téléfilm qui n'ont pas passé, une demande à SADC qui n'a pas passé, une demande au CAL qui n'a pas passé. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas un projet béton. Là. Sur papier, il est extrêmement béton, là, ce projet-là. On a presque passé à un dépôt. Le dépôt d'après, tout d'un coup, il y a des commentaires et des choses qu'on peut aimer. Là. Je veux dire, c'est le même projet. Bon, là. Je veux dire, hein? Ouais. C'est parce qu'on a reçu d'autres commentaires qui allaient à peu près dans le même sens que tu disais. Fait que à un moment donné, moi, je les écoute plus, les commentaires des institutions. Je vais être honnête, là. Je les écoute plus. Moi, je vais écouter le commentaire d'un consultant monteur qui fait les films de Denis Arcand, puis les analyses de la SADC puis de Téléfilm, là, je m'excuse, mais c'est fuck it. Là. Je veux dire, je peux plus me parce que je vais être honnête, moi, j'en ai eu des refus des institutions. Là. Mais, tu sais, je me dis, OK. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu dis... Tu sais, j'ai appris avec l'âge à accepter de la critique, puis à... Ça dépend laquelle, là. En tout cas, les critiques. Oui, il y en a des plus virulentes. Quand ton film est déjà fini, puis tu peux plus rien faire, puis là c'est un peu plus... C'est différent. C'est une autre game. Mais quand tu es dans ton working process, puis que tu reçois des commentaires, des critiques, puis tu dis, OK, je vais faire évoluer mon projet, je vais l'amener quelque part, tu sais. Mais quand à un moment donné, tu reçois des très bons commentaires, puis là, pas tout d'un coup, tu n'as plus des bons commentaires, tu as des mauvais commentaires, puis là, tu es comme, OK, ben là, c'est parce que branchez-vous, là, tu sais. Fait que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, le dernier refus mettons, on va le dire, de Téléfilm, pour moi, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Comme artiste, créateur, ça a été la goutte que... J'en ai eu pour 2 semaines à m'en remettre. Là. Vraiment, là, je suis écœuré comme ça. Là. J'aurais mis le projet de côté, là, puis j'aurais arrêté ça. Parce que c'est qu'on a l'impression, à un moment donné, même s'ils ne le diront pas, c'est qu'on a l'impression, à un moment donné, que c'est des choix idéologiques et politiques. T'sais. Et on a l'impression, hein, je fais attention à ce que je dis, de l'extérieur. Parce que malgré les commentaires, tu dis oui, mais c'est le même projet qu'on a déposé il y a 6 mois, là, puis on a passé proche. Quoi, je sais pas. Hier, je discutais avec un de mes sujets, justement, puis il dit, ouais, tu sais, le fait que tu sois un blanc homme barbu dans la quarantaine, qui habite à Montréal, ça a-tu quelque chose à voir? Ah, là, je sais pas, là, mais en tout cas, bref, on peut en tirer les conclusions qu'on veut, là, mais... Écoute, s'il faut que tu te rases pour avoir du financement, là, je veux dire, je sais pas où on est rendu. Non, effectivement. Mais non, ça devient... mais le pire, c'est qu'on lâche pas. Le pire, c'est que je ne saurais pas quoi faire d'autre, tu sais.
Je viens de le redéposer pour un autre projet, là. C'est plus fort parce que c'est la passion, hein? C'est ça qui est fou, c'est la passion, puis tu finis par le faire. Ouais. Mais ça prend du courage, tu sais. Je pense que les cinéastes, c'est ça qui arrive, puis pas juste les cinéastes, je parle le monde du cinéma. Non, les artistes aussi en tout le général. monde, oui, là, c'est ça. oui. C'est la passion dans le cœur, c'est la passion au ventre, puis Ouais. c'est ça qui nous mène à ce qu'on fait, tu sais. C'est ça qui nous drive, tu sais. Je veux dire, moi, comme mon père a créé jusqu'à sa mort, là, tu sais, il écrivait, il a travaillé des compositions de musique, tout ça. Ton père était un musicien. Oui, mon père était musicien, puis là, un moment donné, il s'est mis dans la tête de vouloir écrire ses mémoires ou ses pensées sur ce qu'il pense sur tout et rien, là. Donc, je disais, parfait, let's go, tu sais, lance-toi là-dedans. Puis il s'est fait publier par une petite maison d'édition, puis tout ça, tu sais, puis... Non, mais la passion, effectivement, je redépose un autre projet, là. J'ai redéposé un autre projet en écriture cette fois-là. Donc même si on reçoit des commentaires des fois un peu étranges où on se demande, oui, mais pourquoi là, tout d'un coup, le projet marche pas, ça fonctionne pas, on est critiqué pour tel aspect, alors que là, le dépôt d'avant, bon, c'est des analyses différents. Mais on lâche pas, puis on continue. Mais j'avoue qu'à chaque fois, c'est comme une bataille. À chaque fois, on se dit, crime, est-ce que je vais arrêter à un moment donné, tu sais, de me taper sur la tête, tu sais, puis de toujours... ça devient difficile pour le moral à un moment donné, tu sais. Mais j'ai la chance de pouvoir, en tout cas, j'ai eu la chance dans les dernières années de pouvoir quand même tourner ce que je voulais faire. Pour le documentaire sur les fans de Star Wars, je me suis acheté une caméra, je me suis équipé, micro sans fil, etc. Puis, parce que je pouvais pas me dire, pour ce genre de projet-là, documentaire, je pouvais pas me dire, je vais louer l'équipement. Parce qu'à un moment donné, des fois, c'était à 2-3 jours d'avis, très rapidement. Puis, donc, je préférais avoir ma caméra, être habitué de travailler avec la même caméra, le même setup. Ça te coupe un peu de logistique, là, complications de logistique. Effectivement. Donc, oui. Sauf que là, le tournage est vraiment fini pour le documentaire, sorti 2022. OK. Oui. Super. Bien, on a bien hâte de voir ça. Oui, absolument. Cool. Absolument. Moi aussi, j'ai hâte que ça soit sorti. Oui, parce que c'est brûlant, hein, faire un film, faut le dire. Moi, je me rappelle une fois, justement à l'université, on avait un cours de critique, puis on avait, avec 2 autres collègues, on avait été voir Robert Morin. On a fait une entrevue avec lui, puis c'est ça qu'il disait. Il dit, tu sais, à la fin, il dit, tu fais un film, puis tu t'es brûlé, tu t'es écœuré, tu crisserais tout ça, là, c'est carrément ça. Puis c'est vrai, mais en même temps, il dit, 2 semaines après, on est là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est encore une fois, ça revient à la passion, Exactement. c'est qu'on peut pas s'empêcher parce qu'on tripe trop, on aime ça. On aime ça. Puis là, tu vois, là, même que j'ai profité de la pandémie aussi beaucoup pour écrire le premier film que je voulais faire. Tu sais, je disais tantôt que Le Miroir, c'était pas le premier film que je voulais faire, mais celui que j'avais besoin de faire, pour des raisons personnelles, évidemment. Mais le premier film que je rêvais de faire, c'est un film que j'ai en tête depuis l'université. Là, tu sais. Donc, je suis sorti de l'université, je me disais, tu sais, on s'imagine, je vais faire du cinéma, puis tout, tu sais. Puis, c'est resté dans les cartons assez longtemps, là, quand même. Puis là, je l'ai ressorti il y a 2-3 ans. J'ai écrit plusieurs versions. J'en ai écrit une. On a fini par l'écrire, la traduire en anglais. Donc, parce qu'on se dit que c'est un film de genre, puis on se dit que ça passera pas ici. J'ai un producteur, j'ai signé une option avec un producteur. Puis lui, il essaie d'aller chercher du financement privé, carrément. Okay. Est-ce que vous allez peut-être essayer d'avoir des partenariats à l'international? Est-ce que c'est dans quelque chose que vous voudriez peut-être essayer? Ben oui, en fait, on avait soumis là, à des marchés de coproduction là, qui existent, là, comme Frontières et d'autres et tout ça. Ouais. Puis, on a été considérés sérieusement, sauf que bon, il y a un petit côté pandémique là, à notre affaire. Là. Donc, évidemment... c'est toujours un peu... Puis là, c'est la question de est-ce qu'on est trop proche de la pandémie, puis de... OK, est-ce que le fait que le sujet du film traite un peu de ça, est-ce que ça risque pas du confinement, d'écœurer les tout gens? ça, donc c'est ça, exactement. Ouais. Alors,
Mais sinon, en tout cas, bref, on va quand même essayer de le faire Mais là, il est écrit, ça fait quand même un moment en anglais et tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, mais tant qu'à rien faire, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en écrire un troisième. Mais Un attend pas l'autre. toi qui es quelqu'un qui alterne fiction et documentaire assez régulièrement, quand tu arrives pour te préparer pour un projet ou ce qui t'attire dans se dire, je veux faire ce projet-là, de fiction versus documentaire, comment tu dis ça? Est-ce que c'est un peu les mêmes éléments qui t'intéressent à chaque fois ou c'est totalement différent? Tu veux dire, est-ce que je m'intéresse plus à la fiction qu'au documentaire? Non, non. Les deux t'intéressent, mais ouais. dans le sens, quand tu arrives pour te préparer pour un futur projet, comment tu te prépares pour une fiction versus comment tu te prépares pour un documentaire? Ben, en fait, comme en documentaire, comment j'aime beaucoup travailler en documentaire, c'est un peu comme le photographe. J'aime beaucoup travailler à l'intuition. Donc, je sais, par exemple, je veux aller chercher certains éléments quand je vais tourner un événement avec mes personnages et tout ça. Mais ça se peut fort bien. J'arrive chez nous, puis je regarde mes rushs, puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, c'est presque du documentaire animalier, d'une certaine façon. Je suis pas très documentaire tête parlante. Là. Je voulais le moins de tête parlante possible dans mon documentaire, ce qu'il n'y a pas. Je pense qu'il y en a une, mais en tout cas, j'ai essayé de la camoufler pour que ça n'ait pas trop l'air tête parlante en studio et tout ça. J'aime beaucoup le cinéma vérité, là, où là, je vais travailler mes images, un peu comme de la fiction, là, pour essayer de raconter seulement qu'en image et non pas d'avoir une narration ou une tête parlante qui va expliquer des affaires. Puis, donc, c'est un petit peu dans cette direction-là que j'ai été avec mon documentaire. Puis, ben, en fiction, j'avoue que je trouve c'est lourd faire de la fiction. C'est sûr, par rapport à moi qui aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup faire de la photo, quand je photographe à mes heures, comme on dit. Donc c'est sûr qu'en fiction, c'est extrêmement... je trouve ça lourd un peu. C'est beaucoup de préparation. Documentaire, ça peut être très, très spontané. Plus léger, ouais. Puis, je dirais que comme année, j'avais lu... bon, je suis loin, évidemment, je suis loin d'être Hitchcock, là, mais Hitchcock, il disait, lui, le tournage, c'est la partie qu'il aime le moins, parce que lui, son tournage est déjà planifié, il est déjà prévu, il sait comment il va tourner et tout ça. Ça devient presque une formalité pour Même si, évidemment, le miroir, dans le cas de des petits projets là, indépendants, on a quand même... il a fallu qu'on change certaines affaires, on a modifié certaines idées pour les adapter, bon, évidemment, en fonction des situations difficiles de tournage qu'on pouvait vivre par moment. Mais je dois avouer que c'est sûr que la partie que j'aime le plus, c'est la partie montage. La partie où est-ce que là, on met en séquence, puis on crée des idées avec les images qu'on a. Ça, c'est la partie qui m'allume le plus. Faire vivre le film, parce que le tournage, c'est une chose, tu vis le moment, mais le montage, c'est que là, tu fais vivre le film, tu donnes sens à tes images. C'est là où ça prend forme, pour vrai. C'est là que ça prend forme, c'est là que le cœur bat, là, comme y aller avec la fameuse la fameuse phrase de Godard. Là. Mais c'est ça, même si, en fait, j'aime travailler en collaboration, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'aimerais ça travailler avec un monteur éventuellement. Mais c'est le moment que j'aime vraiment le plus par rapport au tournage. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que tu nous avais abordé un petit peu brièvement ta passion pour le cinéma japonais. Tu nous avais parlé de ton ancien professeur de cégep qui t'avait un peu initié à ça. Moi, évidemment, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que j'étais déjà au courant que toi, le cinéma asiatique, c'est une grande passion pour toi. À l'époque où on travaillait sur le défunt blog Kinéfanos, où tu m'avais recruté quand on allait couvrir des festivals, en général, tu me disais « Toi, occupe-toi du reste, moi, je m'occupe des films asiatiques. » C'était comme ça qu'on y allait. Mais la question que je veux te poser, en fait, parce que, les cinéphiles connaissent beaucoup certains cinéastes japonais, Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, c'est des noms quand même très connus. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des cinéastes qui sont peu connus en Occident qui, toi, te font triper? Est-ce qu'il y a comme des maîtres inconnus qu'il faudrait découvrir? Mon Dieu, oui, il y en a, là, c'est sûr, assurément. Là, je te dirais vite comme ça, là, j'en ai pas qui me vient à l'esprit. Puis je dirais d'ailleurs, à la blague, je disais à mes étudiants, si jamais vous voyez mon nom à côté d'un cours Histoire du cinéma, fuyez, parce que ma mémoire est extrêmement défaillante. Mais il y a effectivement des cinéastes comme Kim Gaza, en fait, qui a réalisé un film que
qui, il me semble, a été longtemps méconnu, qui est A Page of Madness, donc qui est un film de 1926, on est dans le cinéma d'avant-garde, finalement, ici, japonais, là, un film qui utilise énormément d'effets à la Eisenstein, Vertov, mais qui n'avait jamais vu Eisenstein ni Vertov. Mais qui connaissait, par contre, Abel Gans, donc, et Laroux, qui avait déjà vu Laroux et tout ça. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on regarde, par exemple, tout le cinéma d'avant-garde des années 20. On a l'impression que Eisenstein a beaucoup inventé de trucs. Puis effectivement, là, c'est un maître à penser, puis on l'enseigne et tout ça. Mais j'aime bien montrer A Page of Madness à mes étudiants, pour leur dire, regardez, écoutez, comme à la même époque, on avait dans d'autres pays, il y avait aussi des réalisateurs qui expérimentaient. Ces découvertes-là se faisaient à différents endroits en même temps. C'est ça, relativement en même temps, parce qu'il veut dire un peu partout aussi, le son, personne n'y avait encore accès, donc tout le monde un peu partout aussi expérimentait un peu de façon en synchronicité, si on veut, on peut le dire comme ça, donc l'image sans le son, donc sans le son synchro. Donc, oui, donc Laroux de Belgans, Page of Madness de Kinugaza, ça, si jamais vous avez en tout cas la chance, c'est un film que je conseille vraiment à ceux qui veulent donc voir un cinéaste obscur là, japonais, là, ça serait celui-là. Puis sinon, ben, c'est sûr, les cinéastes récents, mais ça, c'est évidemment tous ceux qui connaissent déjà le cinéma japonais, bon, les Sonotion, les Takeshi Miike de ce monde, bon, c'est pas mal... ben oui, qui sont beaucoup vus dans les festivals maintenant, entre autres Fantasia, mais pas que Fantasia qui diffuse beaucoup ces films-là. Je vais savoir aussi, en tant que fan de cinéma asiatique, comment tu as interprété ça, toi, la victoire de Parasite aux Oscars? Écoute, ça a été une belle ouverture parce que je trouve ça, en fait, moi, je trouve ça tellement drôle parce qu'il y a tellement de films coréens que j'avais envie de dire, oui, mais avez-vous vu I Saw the Devil, ou plein d'autres films de Coréens qui étaient déjà très, très audacieux, là, et puis là, Parasite arrive, il s'est fait connaître, mais ça datait pas d'hier, là, que le cinéma coréen était... Oui, c'est ça. C'est comme on dirait que celui-là, pour une raison qu'on ignore, a eu le spotlight dessus, alors qu'en réalité, c'est un parmi d'autres d'une cinématographie qui est extraordinairement riche, puis qui a une diversité incroyable aussi. Effectivement. Puis c'est un très bon film, là. Il mérite les honneurs et tout, mais t'as envie de dire... oui, en tout cas, c'est une belle porte. Allez voir tous les autres films coréens qui sont sortis les dernières années. Il faut espérer que ça va... Oui. Ça a ça de bon. T'sais. Redécouvrir ce cinéma-là, exact. Effectivement. C'est ça, souvent un succès, c'est ça que ça crée. C'est autant pour le futur, mais autant pour le passé, parce qu'il y a eu des œuvres, des artistes intéressants bien avant aussi. Fait que c'est cool. Tant mieux. C'est une belle porte qui s'ouvre pour cette cinématographie-là. Le cinéma coréen mérite d'être vu. Là, ça, c'est bien sûr. Moi, c'est fou qu'on parle de ça, parce que il y a plein de films et de réalisateurs, je veux voir les films, mais c'est ça, le cinéma asiatique, je suis tellement pas connaisseur. C'est pas, je m'y connais plus dans le cinéma, c'est ça, plus américain, plus européen, surtout italien, mais le cinéma asiatique, de plus en plus, j'en ai vu là, évidemment des films, mais des bons films. C'est juste que on dirait que je suis pas encore là. J'y vais tranquillement, par exemple. Il y a des films d'Hong Kong là, que j'ai hâte de ça a été une voir. passion tardive, moi, puis c'est drôle parce que quand je suis sorti de... Tu sais, moi, j'ai fait du rattrapage cinématographique à la fin de ma vingtaine. Là. Il y avait bien des films que je n'avais pas vus. Puis quand je suis retourné aux études, ma maîtrise, j'étais assistant monteur longtemps dans ma vingtaine et tout ça. Puis quand je suis retourné aux études pour faire une maîtrise, doctorat et tout ça, là, j'ai passé des semaines et de nombreux moments, disons, en mode même, je dirais, marathon, à faire du rattrapage cinématographique. Puis le cinéma japonais, c'est venu tardivement. Le cinéma asiatique, c'est venu tardivement comme passion. Oui, parce que nous autres, les cinéphiles, entre nous autres, on est bien du genre à culpabiliser les autres. T'as pas vu ça? On est du genre à se faire ça entre nous autres. Il y en a tellement à voir à mener aussi. Non, ça n'a pas de sens. On sait que c'est méchant, mais on le fait pareil. C'est ça. Mais tu te dis, juste l'œuvre d'un créateur, c'est énorme. Mais imagine un filon complet, un genre complet, c'est un pays après. Non, mais écoute, j'avais pas vu les premiers films d'Haneke. Je viens de les voir. Puis j'ai le box set de Jodorowsky
traîne en avant sur ma télé. Puis pour dire, j'ai pas vu El Topo puis Holy Mountain, tu sais, je veux dire, faut que je les vois, tu sais. Donc, quand on joue avec le guilt trip, là, comme ça, là, des fois, je dis, ouais, mais tu sais, j'ai vu 40 films de Ozu, tu sais. Bon. C'est ça, exactement. 40 films de... C'est à un moment donné, qui dit mieux, rendu là, 40 films de... C'est ça, mais moi aussi, non, mais c'est m'amuse pas pour à- jouer à la... Mais, Non, mais c'est vrai. juste pour dire c'est que... la réaction. Hein. Tu sais, qu'à un moment donné, on met nos priorités, tu sais, dans certaines cinématographies, tu sais. Puis... C'est ça, exact. C'est pour ça, moi, ça donne comme ça. là, C'est pas parce que je suis pas Ben non. intéressé par le cinéma C'est ça. asiatique. C'est juste que moi, qu'est-ce que tu veux, je suis dans les Italiens bien raides, je trippe Ah bien ouais. raide. Fait que pour moi, je suis comme en train de me concentrer dans un truc. Mais c'est Ouais. ça, c'est un peu Ça ça. a passé beaucoup par l'animation, je dirais. Mon intérêt pour le cinéma asiatique a commencé par l'animation japonaise, les animés, tout ça. Donc, je fais partie de la génération qui a beaucoup consommé les coproductions franco-japonaises dans les années 80, là, au pays de Candy, puis bon, Ulysse 31, puis Goldorak et tout ça. Et puis, à un moment donné, je suis comme retombé là-dedans, là, dans le tournant des années 2000, là, des séries cultes, là, Serial Experiment Lane, Ergo Proxy, Technolize, des trucs vraiment pétés, là, presque expérimentaux. Là. Peut-être pas Ergo Proxy, là, mais puis c'est vraiment l'âge d'or de l'animé là, à cette époque-là. Là. Il y a vraiment des super belles affaires qui sont sorties. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, j'ai fait le tour du carré de sable. À un moment donné, j'ai des copies à la maison d'animé. J'en ai une tonne. Là, j'en ai vu. Puis là, à un moment donné, je me suis comme un peu tanné. Je voulais voir d'autres choses, mais toujours au japonais. T'sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai sauté. J'ai fait le saut vers le live action. T'sais. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu les Kurosawa, les Ozu, les Mizoguchi. Puis, il y en a à l'infini. On n'a ouais. pas assez d'une vie pour Non, on n'a pas découvrir assez le d'une cinéma. vie, C'est tu sais. ça qui Ouais, est non, drôle, mais c'est ça, mais c'est... Puis pourtant, moi, ce qui me fascine, c'est que je veux dire, le cinéma, ça a comme 130 ans, à peine, 125 ans. Puis tu dis, c'est le plus jeune art pratiquement, mais Ouais. il a tellement été prolifique depuis que même on a passé, c'est ça, d'une vie. On n'a pas assez d'une vie pour Et consommer, parce qu'il pour continue, Ouais. il continue Ben de ouais. s'en Ben, rajouter d'ailleurs. C'est ça, exact. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, tout le monde veut faire des films aussi, tu sais. Maintenant, Ouais. je veux dire, tout le monde a accès à une caméra, tout le monde est capable de pouvoir faire un montage, tout le monde... Mais ça, c'est comme n'importe quoi, tu sais. C'est pas parce que tout le monde a une caméra photo dans les mains que tu deviens photographe, là. Tu sais, il y a ça aussi qui est toujours un petit peu... C'est pas aussi simple. Tu sais, à l'ère où tout le monde se dit spécialiste de tout, là, parce qu'il y a les réseaux sociaux et tout ça, là, on dirait qu'il y a ça là, qui envahit aussi. Fait que, il y a ça aussi, des fois, tu fais un film, puis il y en a à qui tu parles, puis ils disent « Ah ouais, mais tu sais, moi je connais ça », puis tout. Tu dis « Oui, mais je viens sur un set, puis tu vas voir comment ça marche. » tu sais. Exact, c'est ça. C'est C'est quoi les sacrifices de faire un film? Ouais, puis, il y a tout ça, juste la cinéphilie en soi, tu sais, d'être cinéphile, c'est déjà un gros travail. C'est Ouais. un gros travail, être cinéphile. Puis pas parce que, genre, t'es assis, tu regardes des films, c'est dans le sens de comprendre les œuvres, de comprendre... les comprendre dans leur contexte. Tu sais. Oui, exact. Puis moi, je me C'est dis une pas histoire. cinéphile. Ah non? Ah non, ouais. Moi, je me dis pas cinéphile. Je sais pas, j'ai toujours un peu de misère avec... c'est comme j'avais de la misère à dire à un moment donné que j'étais un artiste, là, dans ma vingtaine, je n'aimais pas ce mot-là. Tu sais. Le terme cinéphile, tu sais, on l'utilise un peu... tu sais, c'est comme un mot valise là, pour dire « j'aime le cinéma ». Tu sais. Bon, tout le monde aime ça, le cinéma, mais tout le monde n'est pas cinéphile. Tu sais. C'est pas parce que tu écoutes beaucoup de films que tu es cinéphile non plus. Je pense pas, en tout cas. Je pense que dans une certaine mesure, quand tu es cinéphile, c'est parce que tu as acquis aussi une certaine connaissance générale d'une cinématographie à tel point que tu es capable de comprendre le contexte de production, le contexte sociologique, le contexte culturel. Mais toi, tu n'as pas l'impression d'avoir atteint ce niveau-là encore? Ou Non. Non? Puis je sais pas si je vais l'atteindre aussi un jour. J'ai arrêté de regarder beaucoup de films depuis 2-3 ans. Et curieusement, à peu près en même temps où j'ai commencé quand j'étais dans le miroir puis mon documentaire. Depuis que je tourne, en fait, que j'essaie d'écrire plus puis de tourner plus aussi, j'écoute moins de films. Oui, il y en a que c'est ça. Hein? Il y en a qui, quand ils travaillent beaucoup dans le domaine, ils sont moins justement portés à avoir des films. Puis il y a quelque chose aussi de l'ordre dont on veut pas, on dirait qu'on veut pas trop s'exposer. Moi, en fait, pour ma part, j'aime ça. Des fois, ça peut être stimulant là, de regarder des films qui abordent un peu les mêmes thèmes qui t'intéressent et tout ça. Puis en même temps, je trouve ça un peu pernicieux. Je trouve ça un peu... c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que je veux pas avoir l'impression que je vais être influencé dans ce que je vais faire ou dans ce que je vais écrire ou créer parce que j'ai vu. Puis il y a aussi, je trouve, il y a le fait
sais, peut-être qu'il y a ça aussi dans la... Je sais pas si tu le perçois un peu comme ça, la cinéphilie, tu sais, de dire... J'ai l'impression des fois, chez peut-être pas tout le monde, mais chez certains, il y a comme un... Tu sais, c'est comme un concours, là, tu sais. Ah, je connais ça plus, puis ben, tu sais, puis on le sait qu'il y a des têtes fortes qui sont vraiment solides, qui connaissent vraiment bien leur affaire. Mais rendu là, tu sais, je pense que c'est juste apprendre tout le monde, mais oui, il y a peut-être des degrés, mais je pense que tout le monde, à quelque part, connaît son truc. Puis tout le monde est peut-être cinéphile de certains genres, peut-être, on peut peut-être le dire comme ça. Tu sais. Il y en a qui sont spécialistes ou qui sont des tripeux, des fans cultes, des fans cultistes, donc on peut appeler dans le jargon, là, d'un genre spécifique. Il y en a vraiment qui ont tout vu les films de zombies. Donc, de Romero à... jusqu'à des très Zack obscurs. Snyder. Et jusqu'à des très obscurs. Puis, ben, ils sont des cinéphiles dans leur genre, puis dans leur spécialité ou dans ce qu'ils aiment. Tu sais. Ben, être cinéphile, c'est comme, je sais pas, c'est comme quelque chose comme d'essayer d'atteindre la libération, là, comme de l'état de bodhisattva, là, on dirait dans le bouddhisme, là, tu sais, d'être... c'est comme la cinéphilie pure. Je pense que c'est quelque chose de très culturel aussi, tu sais, parce qu'on peut revenir à l'école, tu sais, à la cinéphilie française, tu sais, des années 60, 50, 60, bon, avec les cahiers, tout ça, tu sais, ils ont développé la cinéphilie beaucoup, ce concept-là. Puis, tu sais, il y a une question de culture. Je pense qu'à un moment donné, quand tout le monde, même du simple plombier au comptable, je pense que ça faisait partie beaucoup de la culture en France, en Europe, donc de connaître sa cinématographie. De regarder sa cinématographie. Alors que moi, je dois être honnête, si on parle de ma cinématographie, qui est la cinématographie québécoise, je suis vraiment loin d'être cinéphile. Et c'est malheureux, là. Je suis pas quelque chose dont je me vante, évidemment, mais je l'avoue en toute honnêteté. Je connais mes classiques, mais... ben des fois, c'est juste... Pour avoir été à l'école, tu sais, Des fois, c'est juste des intérêts variés aussi. On peut être passionné d'une culture qui vient d'ailleurs, puis c'est bien correct. Pas tout aimer. Là, je vois que le temps file en ce moment, messieurs. Est-ce que tu as des dernières questions? Est-ce que tu aurais une dernière question ou quelque chose précisément, à poser? Non. Ou est-ce que nous allons cheminer vers la conclusion? Vers la conclusion. Ben écoute, à ce moment-là, Marc, je vais te remercier d'être venu nous jaser. C'était vraiment agréable, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Puis écoute, nous, on attend la sortie de ton prochain film impatiemment. Oui, certainement. Moi aussi. Il lâche pas, continue ton travail, puis génial. Puis, c'est cool, votre émission. J'ai bien hâte. J'espère que longue vie à votre émission. Merci beaucoup. C'est un beau projet. Merci. Eh bien, maintenant, c'est l'heure des chroniques. Donc, Amir, le plan de la semaine. Oui, donc cette semaine, comme je vous disais en introduction, j'ai choisi un film que je trouve magnifique. Il porte bien son titre, donc The Great Beauty, La Grande Bellezza, sorti en 2013, réalisé par un très grand réalisateur italien des dernières années, à mon avis, Paolo Sorrentino. Oui, dans toute la vague de créateurs italiens plus récents, c'est un des noms qui sort le plus, définitivement. Oui, absolument. Puis, toujours considéré comme quelqu'un qui fait des films extrêmement... avec un visuel vraiment marquant, qui filme vraiment des personnages vraiment le fun aussi, avec toute une esthétique derrière, puis ça m'attire beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, en fait, le cinéma contemplatif. Je vais sûrement arriver avec d'autres idées là, de films. J'ai déjà des réalisateurs, là, un russe en tête, aussi un turc. Donc, je vous dis pas de nom, mais je vous donne des petits indices comme ça, mais c'est vraiment des réalisateurs dans les dernières, justement... disons, dans les derniers 10 ans, 10-15 ans, là, c'est des noms que j'aime beaucoup. Puis des films que j'aime beaucoup. Alors, cette semaine, le plan, en fait, que j'ai choisi, juste pour vous, avant de vous décrire le plan, je vais vous parler un petit peu du film. En gros, le film raconte l'histoire de Jep, qui est un homme, c'est Jep Gambardella, qui est un homme là, d'une 60aine d'années, qui est riche, qui vit
une grande vie mondaine. C'est vraiment les parties à chaque soir. C'est le roi de la mondanité, dans le fond, à l'italienne, donc à Rome. Donc, c'est vraiment, là, c'est les soirées bien arrosées, du monde partout, ça danse. Lui, dans le fond, c'est un écrivain et il est aussi un critique littéraire et d'art contemporain. Donc, le film, c'est vraiment une quête existentialiste, en fait. C'est une quête d'existence, c'est une quête de comprendre vers quoi il s'en va, ce personnage-là, à l'âge qu'il est rendu, parce que quand il était jeune, c'était le roi des mondains. Puis là, ben, il essaie de voir qu'est-ce que sa vie pourrait être plus tard. Puis, en tout cas, bref, il y a toutes sortes de trucs qui arrivent en parallèle, mais en gros, c'est ça, le film. C'est un écrivain aussi qui a publié un roman quand il était jeune, qui a été un énorme succès, et puis par la suite, il n'a plus jamais rien réécrit. Donc ça, c'est important aussi pour la compréhension du personnage. Oui, puis en fait, le film, tu sais, c'est pas vraiment un punch, mais tout ça pour dire, c'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu l'inspiration pour le deuxième livre. T'sais. Fait que c'est un peu, on traverse comme le film dure 2h20, c'est une traversée à Rome d'un personnage qui essaie de voir l'inspiration qui pourrait l'aider à écrire, puis aussi carrément justement une quête existentielle envers lui-même, donc pour sa vie personnelle. Et donc, un personnage vraiment attachant, joué par Tony Servillo, un bon acteur. Moi, je l'ai bien aimé dans le film. Très attachant. Il est bon, il est drôle, il a vraiment un visage. C'est vrai. En plus, vous allez voir, il y a tout le temps des films, là, des moments dans le film, là, surtout au début, c'est des grandes soirées intenses avec des gros décors, avec plein de femmes partout, du champagne. C'est vraiment à l'eau de rose, mais tellement bien filmé qu'on embarque. C'est drôle, il y a de la musique, justement, autant de la musique, plus de party, justement, de discothèque, tout ça, de party de toit, là, dehors, des grands parties mondains, autant qu'il y a de la musique comme ça, que de la musique genre les soirées latine. Branchées. C'est ça, exactement, la musique latine. Fait que, puis, en tout cas, bref, les Italiens aiment beaucoup fêter, fait que c'est latin, hein, donc il y a quelque chose de... Fait que le film, c'est un peu ça. Et puis, le plan que... avant le plan, excusez, je fais un peu de suspense pour les gens. C'est que... faut le dire quand même, c'est quand même important. C'est quelqu'un qui a gagné... le film a gagné le meilleur prix. Le prix, dans le fond... il a gagné un Oscar pour comme film, le meilleur film étranger. Donc, ce qui est quand même pas rien. Je pense que ça c'est sûr que ça donne une belle visibilité, une belle vitrine au réalisateur et à son équipe. Ouais, ça se place bien au-dessus d'un foyer, ça, c'est sûr. Ah ouais, tant qu'il tombe pas dedans. Et puis, et là, le plan que... Là, j'arrive avec le plan pour vrai. Là j'ai plus d'excuses. Le plan que j'ai choisi, en fait, c'est le personnage justement de Jep. On voit juste un bout de sa tête. C'est moi qui ai fait la coupure parce que j'aime ce plan-là en tant que tel, parce que c'est un mouvement de caméra, en fait, la scène que j'ai choisi. Et puis, c'est lui qui se lève, en fait, d'un hamac. Et puis, il marche, puis lui, dans son jardin, parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui a les moyens, lui, la vue de son jardin, c'est le Colisée de Rome. Donc, ce qu'on voit, c'est le Colisée de Rome avec lui qui marche. Puis là, il s'en va de l'autre côté de sa terrasse. Puis là, il y a comme tout un mouvement de caméra avec la musique d'Arvo Part qui part. Puis c'est un moment vraiment onirique que je trouve magnifique dans ce film-là. Comme je vous dis, sincèrement, j'aurais pu choisir un plan de la semaine à peu près à chaque 30 secondes parce que c'est tellement... Chaque plan est vraiment maîtrisé, très beau, la lumière, la direction photo, tout est superbe dans ce film-là. Et puis... donc voilà le Colisée en gros, on voit un petit peu la ville, c'est quoi Rome, justement un genre de coucher de soleil, c'est vraiment là... en fait, moi je trouve que ce film-là est une carte postale de l'Italie, de Rome, Rome excentrique, la Rome des soirées mondaines, la Rome de l'art surtout, parce que un des thèmes principaux du film, c'est l'art contemporain. Le rapport à l'art, oui. Exact, le rapport à l'art. Donc, il y a toutes sortes, vous allez voir dans le film, il y a toutes sortes de prestations, un peu des trucs, là, comment ça s'appelle, des trucs live, là, des performances là, live, puis c'est vraiment l'art performatif, ça je cherchais, l'art performatif, puis bref, il y a tout un peu ça, puis c'est une gang, d'amis qui jasent. Fait que c'est un film, c'est pas un film qu'il faut voir... si vous voulez de l'action ou vraiment là, vous attendez à que ça saute de partout, c'est pas un film pour vous si c'est ça que vous attendez. C'est vraiment un film avec un visuel fou, très travaillé, mais c'est vraiment un 2h30 où il y a beaucoup de jasage. C'est des personnages qui parlent, mais c'est des personnages qui réfléchissent, qui s'envoient la balle, c'est des dialogues. Fait que c'est un film plutôt comme ça.
mais c'est tellement beau puis tellement bien amené que ça passe bien, tu sais. Il n'y a pas une lourdeur, à mon avis. C'est juste tellement... le réalisateur fait en sorte qu'on se fait envoûter un peu par ça. Et puis voilà. Et puis moi, c'est un plan que je trouve à chaque fois incroyable. Là. Je veux dire, tu sais, qui dans la vie a le Colisée comme vue, tu sais, c'est quand même impressionnant. Et puis, sinon, voilà, la vie mondaine. Et puis, oui, ça, je vous ai dit, là, durant la scène, c'est Arvo Pärt. La musique, en fait, c'est un compositeur estonien, donc c'est déjà quand même rare. Arvo Pärt, moi je suis pas un grand connaisseur de musique, mais c'est considéré comme le plus grand compositeur encore vivant. Ouais. C'est considéré comme étant Arvo Pärt. On parle de musique... minimaliste, musique classique minimaliste, exact. Ouais. Puis justement, la chanson qu'il a choisi le réalisateur à mettre dans ce segment-là du plan de la semaine, c'est vraiment magnifique. Puis c'est très... je sais pas, c'est vraiment... moi, je dirais ça, c'est vraiment un cinéaste de sensation, c'est l'imagerie, tout ça. Puis, en tout cas, moi c'est comme ça, je l'ai perçu. Puis il y a justement de ces cinéastes-là qui arrivent à travailler tellement bien l'image qu'après, c'est tellement... Après, chacun le prend comme il veut, mais moi, comme je dis, j'aime beaucoup le cinéma contemplatif, fait que ça vient me chercher. On dirait que chaque plan, j'ai le goût de comprendre comment ça a été fait, puis ça sort tellement bien, puis tu te dis, il y a tellement de travail derrière ça. Donc, puis comme je vous dis, c'est un des grands réalisateurs là, des dernières années en Italie, alors ça vaut la peine de voir ses autres films, là. Il Divo, Youth, qui est très bon aussi, dans le même genre un peu. C'est vraiment... non, c'est magnifique. Alors, voilà, puis ça donne le goût de voyager. Moi, ça m'a redonné le goût de voyager. Moi, tu vois, j'ai vu... Ça donne que j'ai vu le film, il n'y a pas très, très longtemps. J'étais même pas au courant que tu allais faire ta chronique là-dessus, mais ça donne que je l'ai vu, il y a peut-être 2-3 semaines, quelque chose comme ça. OK. Puis, tu vois, j'ai deux choses rapides que j'ai envie de dire sur le film. Premièrement, moi, je suis un très, très, très grand fan du film La Dolce Vita de Fellini. C'est un de mes films préférés, en fait. Et puis... il y a de gros parallèles à faire entre les deux films. On a vraiment l'impression que le personnage de Marcello Mastroianni dans le premier film, c'est finalement le personnage de JP vieux, c'est Marcello Mastroianni qui a vieilli. On a l'impression vraiment les deux films dialoguent parce que les deux sont sur ce que tu parles depuis le début, cette espèce d'univers mondain, superficiel un peu, mais en même temps tourmenté. Ouais. Et à l'époque de Mastroianni, on est en 1960, en fait, quand la Dolce Vita est sortie. C'est encore l'époque où il y a moyen de camoufler ces angoisses-là, mais avec l'âge et avec le poids des ans, quand on arrive à un film comme La Grande Bellezza, c'est comme si, là, on se retrouve avec un personnage qui ne peut plus refouler ces choses-là et qui doit absolument trouver des réponses à ces questions parce qu'il sait qu'il est rendu à l'âge où il n'y a plus d'excuses, finalement. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle intéressant à faire entre les deux films. Puis, deuxième chose que j'ai envie de dire... par rapport à ce film-là, c'est que, bon, évidemment, de le voir dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui en 2021, le contexte de pandémie qui ne veut plus finir, tout ça, de voir ces scènes-là qui sont de fête, de voir ces scènes-là de dîner entre amis, de voir aussi l'errance, parce que c'est un film où il y a beaucoup d'errance. Oui, avec le personnage de JP qui erre dans la ville, va visiter l'un, va visiter l'autre, ou alors il va visiter personne. Des fois, il fait juste... il se promène. Il se promène et il est dans ses pensées. Il y a un peu de voix autour de lui. Ouais, un peu de voix off. De voir un film comme ça dans un contexte présentement, tu te dis, oh boy, ça a l'air d'être une autre époque. Pourtant, c'est un film de quoi, 2013? Oui, 2013, oui. Ça a l'air d'être une autre époque. Ça paraît tellement lointain de nous. Ça a juste 8 ans, pourtant, c'est fou. Et puis, je me pose beaucoup la question, j'ai pas la réponse, mais je me pose beaucoup la question sur comment le film va vieillir à cause de ça. Je suis curieux de savoir comment les gens vont voir ce film-là dans 30 ans, dans 40 ans. Oui, absolument. Puis, puis je pense que ce qui fait du bien, en fait, je pense que c'est le genre de réalisateur en Italie qui fait du bien au cinéma italien parce que c'est un cinéma qui a été prolifique assez longtemps, et il y a longtemps, malheureusement, mais que
après, dans les dernières années, ça a été un cinéma qui en a arraché un petit peu plus. Puis là, je pense que quand il arrive... Pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs. Hein. Ben, bien sûr, c'est ça. Puis en arrivant avec des cinéastes comme ça, des films comme ça, ben, je pense que ça redonne l'envie de revisiter le cinéma italien. Et aussi, ben, puis on va se dire, moi et toi, on est des fans de cinéma italien. Fait que pour nous, c'est pas difficile. Là, au contraire, c'est le fun. On n'avait pas besoin qu'on nous donne envie d'y retourner quand absolument même. Absolument pas. Ça fait juste rajouter à dire c'est tellement bon la cinématographie italienne. Donc voilà. C'est une pierre de plus à l'édifice. Ouais. Oui, puis je pouvais pas passer à côté de ce film-là, comme je dis, parce que j'adore les belles images, j'adore la contemplation dans les films. Alors, il y aura sûrement d'autres films un peu comme ça, mais de d'autres pays. Mais vraiment, ça a été un gros coup pour moi quand j'ai vu ce film-là il y a quelques années. Mm-hmm. Donc voilà, c'était ma chronique. Bon, eh bien, à ce moment-là, c'est à moi de reprendre le bâton de... Comment est-ce qu'ils disent déjà? Le bâton du compteur, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, bon, bref, j'ai même pas commencé ma chronique et je m'égare déjà. Ça sera déjà pas un film de baseball, si on le sent déjà. Quoique, par contre, c'est une chronique sur un réalisateur qui vient d'un pays où on aime beaucoup le baseball. Oh, d'accord. Donc, déjà, tu vois, je suis capable de me rattraper malgré le fait. C'est bon, ça. Malgré mon caractère parfois un peu brouillon. Mais bref. Donc, chronique anniversaire, de quoi je vous parle aujourd'hui. De quoi est-ce que 2021 est l'anniversaire? Question rituelle. Eh bien, 2021, c'est le 80e anniversaire d'Hayao Miyazaki, grand cinéaste japonais, né le 5 janvier 1941. Et déjà, juste là, je vous dis Japon, je vous dis 41. Évidemment, ceux qui ont un peu de connaissances historiques, déjà, le déclic se fait dans leur tête. 1941, c'est l'année de Pearl Harbor. Ouais. C'est l'année où les Américains déclarent la guerre au Japon, justement, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et puis ça, c'est important d'en parler d'entrée de jeu parce que d'après moi, le cinéma de Miyazaki, sans doute comme beaucoup d'autres de sa génération, évidemment, est marqué énormément par ce hasard historique-là. Juste, pour que les gens aient vraiment en tête qu'est-ce que ça a impliqué la Deuxième Guerre mondiale pour les Japonais, j'ai mis de côté quelques petits faits qui sont assez parlant, donc je vais juste passer à travers ça rapidement. Donc, en fait, du 9 au 10 mars 1945, donc à ce moment-là, Miyazaki a 4 ans. Qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Il se passe le bombardement de Tokyo. Le bombardement de Tokyo, ça implique quoi? C'est 335 bombardiers américains qui vont larguer 1700 tonnes de bombes et il y a 41 km² de ville qui va être détruit et 90 000 morts en une nuit. Wow. Ça, c'est les bombardements de Tokyo. Au final, avant la capitulation capitulation du Japon qui va arriver le 15 août, c'est les 65 principales agglomérations japonaises sont détruites à hauteur de 50% en moyenne. Donc, le pays est détruit, en fait. Et pour enfoncer le clou, évidemment, il y aura les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, quand même la seule fois dans l'histoire où l'arme atomique a été utilisée. Ouais. C'est quelque chose c'est quelque chose d'inimaginable, c'est de monstrueux, en fait. Oui, puis en plus, il faut dire que le Japon était un empire en lui-même et que, je veux dire, il s'attaquait à d'autres pays alentours. Il voulait devenir les maîtres de l'Asie, sauf que ça les a tellement refroidi qu'après, bien évidemment, c'est devenu le Japon. C'est sûr que ça marque énormément au niveau culturel. On va avoir l'occasion de revenir. Mais là, je suis pas dans la guerre de c'est qui les gentils, c'est qui les méchants. Je parle de faits pour que les gens comprennent vraiment. Oui, non, mais moi, ce que je voulais dire, c'était le préambule de dire, tu sais, pourquoi on en arrive là, c'est parce que le Japon a déjà été... à l'inverse, ils ont déjà été un empire, donc l'histoire est faite d'un paquet de zones grises, évidemment. Exactement. Mais Hiroshima, Nagasaki, déjà Hiroshima, c'est entre 100 et 150 000 morts sur une population de 350 000 habitants, donc c'est désastreux, un désastre, une horreur absolue. Nagasaki, c'est entre 60 et 80 000 morts sur 250 000 habitants. Le seul point positif, si j'ose dire, c'est que, étant donné que ces villes-là
avaient eu vent qu'il y aurait peut-être une attaque éventuellement, ils ont eu le temps de faire évacuer la plupart des enfants de la ville. OK. Donc ça, c'est le seul rayon de lumière dans tout ça. Et j'en parle parce que, bon, c'est peut-être une interprétation à Saint-Saëns de ma part, mais s'il y a autant de films d'animation japonais et de séries d'animation japonaises où les personnages principaux sont des enfants, je pense que ça a rapport avec ça, avec cette génération d'orphelins qui a apparu, qui se sont retrouvés comme ça sans parents et qui ont eu tout de suite à affronter la vie à un âge très jeune. Puis ça, ça marque beaucoup le cinéma de Miyazaki. La grande majorité de ses films, les personnages principaux sont des enfants. Évidemment, bon, dans le cadre d'une chronique comme ça, j'ai pas le temps de parler de tous ces films. J'en ai choisi 2, en fait. 2 films qui sont, des films que j'aime beaucoup, mais qui, selon moi, sont très parlants aussi de qu'est-ce que c'est son cinéma. Et le premier film duquel j'ai envie de parler, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Donc, film sorti en 1984. C'est son 2e long métrage à Miyazaki. Et puis donc, déjà, tout le film en lui-même est une métaphore de l'arme atomique parce que ça se passe dans un univers qui a été totalement détruit par des guerres et toute l'atmosphère est devenue toxique, sauf certains endroits précis qui sont encore habitables où il y a encore des êtres humains qui vivent. Et puis, il y a la petite fille, le personnage principal, la petite Nausicaa, c'est une des rares qui réussit à se promener dans les zones infectées et elle est témoin de toute l'espèce de faune qui se développe. C'est un film superbe parce que c'est tout un univers que Miyazaki a créé. C'est très beau au niveau visuel, c'est de la très belle animation, c'est vraiment... C'est basé sur un manga, hein, si je ne me trompe pas. Oh, je vais t'avouer, je n'ai pas pris ça en note. Je ne sais pas si c'est basé sur un manga. Il me semble que oui, mais écoute, je ne connais pas assez pour dire. J'ai pas fait mes devoirs là-dessus, je m'en excuse. Non, c'est pas grave. Mais évidemment, le message du film est absolument sublime parce que on voit vraiment que Miyazaki a été un écologiste avant la lettre parce que tout le sujet du film, c'est justement comment préserver les dernières poches habitables et comment faire pour apprendre aussi à vivre avec les créatures qui sont autour, ne plus les voir comme des menaces potentielles, mais de voir comment ce serait possible de s'adapter à elles, d'entrer dans une sorte de symbiose. Tout le film est vraiment très, très puissant là-dessus. Puis il y a aussi une métaphore très claire avec les espèces de grands robots dans le film qui sont des armes qu'on dit que c'est les armes de l'ancienne guerre, tout ça, qu'il a fallu les tasser de côté parce qu'ils tuaient trop de monde. Évidemment, la métaphore avec la bombe atomique, elle ne peut pas être plus littérale que ça. Oui, absolument. Donc, déjà là, on voit les principaux thèmes qui reviennent souvent chez Miyazaki: pacifisme, écologisme, féminisme. C'est des idées que vous allez retrouver dans tous ces films. C'est vraiment les thèmes qui sont très porteurs chez lui. Et puis le deuxième film dont j'ai envie de parler, pour moi, c'est le feel-good movie absolu, c'est Mon voisin Totoro. Son 4e film, sorti en 1988. Et de quoi ça parle, Mon voisin Totoro? C'est une histoire toute simple. On a un père de famille avec ses 2 petites filles qui s'en va rester dans la campagne japonaise. La mère vient pas avec eux parce que la mère est malade, donc elle doit rester à l'hôpital à ce moment-là. Donc, c'est eux qui vont s'installer, qui arrivent dans la vieille maison, tout ça, dans une petite communauté rurale. Et puis, les petites filles qui sortent jouer dehors, qui se promènent, tout ça, elles vont se retrouver en contact avec Totoro, qui est un espèce de gros monstre qui vit caché dans la nature, qui est comme... qui est un être profondément bienveillant. Et puis, pourquoi je dis que selon moi, c'est le feel-good movie absolu, c'est que le film est bâti comme une espèce d'univers en 3 strates, si on veut. Il y a la famille, donc le père et les 2 petits-enfants. Il y a la communauté qui est autour d'eux, qui est surtout symbolisée par une vieille madame, qui est une vieille voisine qui vient souvent les visiter, qui s'occupe des enfants, tout ça. Et il y a la nature autour qui, elle, est symbolisée par Totoro, qui est vraiment l'esprit de la nature. Et il y a toute une série de passages oniriques qui apparaissent quand lui est là. Et bien, ce qui est merveilleux, c'est que les 3 strates sont hyper rassurantes.
le père de famille est d'une gentillesse extraordinaire, les petites filles sont adorables, la communauté autour est soudée, est vraiment forte entre elles. Totoro, c'est l'esprit de la forêt qui protège un peu tout le monde. Donc, c'est un film qui est rassurant. C'est assez rare qu'on a l'occasion de voir ça. Mais là où c'est très fort comme film, et là où on voit que Miyazaki, c'est vraiment quelqu'un qui a un très grand talent de conteur, c'est que malgré tout, le film réussit à avoir des passages qui sont vraiment stressants quand même, où on se dit « Ah là, il va se passer quelque chose. » Déjà, on les aime tellement, ces personnages-là. On se dit « Ah non, il va arriver malheur. Ah non, la petite s'est perdue, elle a disparu. Qu'est-ce qui arrive? » Mais il réussit à bâtir des moments de tension comme ça, alors qu'en réalité, tout va bien. Alors le film, c'est toujours comme, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, ah, ouf. C'est toujours correct au final. Le film déjoue tes attentes comme ça, et t'en ressors de ce film-là en disant comme... Il y a beaucoup de films qui vont te déprimer pour des raisons diverses, soit parce qu'ils sont mauvais ou soit parce qu'ils mettent en lumière des réalités déprimantes. Ouais. Mais moi, je dis aux gens, vous voulez passer comme une soirée qui redonne un peu foi en l'humanité, qui fait voir les belles choses. Je dis, voyez Mon voisin Totoro. Ah, très cool. Très cool. Donc, c'est les deux films dont j'avais envie de parler. Je vais juste glisser un tout petit commentaire sur un troisième film parce que je ne prendrai pas le temps d'en faire l'analyse complète, mais je en parle parce qu'à mon avis, c'est son meilleur film. C'est Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, 1997. Film vraiment extraordinaire à tous les niveaux. Un grand scénario, de la très belle animation, des personnages extrêmement forts, extrêmement travaillés, extrêmement nuancés. Vraiment, puis un univers absolument fascinant. Donc, je conseille aux gens d'aller voir Princesse Mononoke. Ça peut être une belle porte d'entrée pour ceux qui connaissent peut-être pas ce cinéaste-là. Peut-être commencer par ce film-là, puis ensuite... Je pense qu'ils sont plus connus, en tout cas, du moins, je crois. Oui, avec peut-être Les Voyages de Chihiro aussi, qui sont de... On pourrait dire que c'est ses deux plus grands succès. C'est des titres qui sont quand même familiers, là. Les gens, je pense qu'ils les connaissent. C'est super, puis moi, je vais juste terminer là-dessus, peut-être rapidement. Ce que j'aime, moi, du cinéma d'animation, c'est que ce qui est fascinant avec ça, c'est que tu recrées un univers de A à Z. Tu sais, un live action, tu recrées, oui, des décors, tu vas utiliser le décor naturel, mais le cinéma d'animation, là, c'est un travail de finesse puis de longue haleine, là. C'est non-stop, c'est toujours à refaire, puis c'est des dessins, mais t'animes ça. Puis moi, je trouve ça fascinant. Puis c'est ça que j'aime, c'est que tu peux bâtir le monde que tu veux avec le cinéma d'animation. Tu peux te foutre des lois de la physique autant que tu veux. Est-ce que c'est ce que les grands cinéastes d'animation en général font, là? Oui, c'est ça. Tu crées ton univers. Puis ça, moi, je pense que c'est une force que le cinémation aura toujours versus le live action. Puis c'est ce qui fait que c'est quand même un cinéma qui peut être prolifique. Et d'ailleurs, le réalisateur là, dont tu parles, Miyazaki. Miyazaki, je cherchais son prénom. Mais Miyazaki, en fait, c'est l'un des cofondateurs du studio Ghibli. Oui, donc, tout à fait. qui est quand même un grand studio de cinéma d'animation, justement, japonais. Donc, c'est quand même à souligner. Là, c'est comme sûrement le plus grand après Disney, probablement. Je ne connais pas assez le cinéma d'animation pour dire, mais c'est un des grands studios. Donc, oui, définitivement. Donc, c'est Miyazaki aussi qui a fait en partie l'immense renommée de ce studio-là. Exactement. Donc, ça, c'est quand même... fait qu'aller voir des films de Ghibli puis du cinéma d'animation, c'est un autre grand univers. Il y a du stock là-dedans, le cinéma d'animation. Il manque pas de films. C'est comme pour beaucoup d'autres. Hein. Nous, on est là pour donner le goût aux gens d'aller voir. Oui. Si les gens vont voir le film après, moi, je considère qu'on a fait notre job. Là. Tout à fait. Fait que, je pense que ça conclut bien la chose. Donc, merci, mon cher Félix. Déjà la fin de l'émission, tabarnouche. Va vite, hein? Le temps passe vite quand on s'amuse. Eh oui, donc n'oubliez pas de liker nos pages, de partager tout ça. On fait mousser la chose, on parle de cinéma, on attend vos commentaires et vos likes. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas. Puis voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.